La bipédie est ce qui différencie l'être humain des autres mammifères. Quant à notre cerveau, c'est une machine ultra sophistiquée, capable de créer des objets d'art, comme de concevoir des systèmes informatiques complexes. Comment l'homme est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? L'enquête sur le genre humain se poursuit. Séparation entre le chimpanzé et l'homme il y a plus de 7 millions d'années. Australopithèque. Bipédie il y a environ 3,2 millions d'années. Homo sapiens savait utiliser des outils et parler. C'était il y a 700 000 ans. La plus ancienne œuvre d'art date de 40 000 ans. Il y a 30 000 ans, l'homme de Néandertal et Homo sapiens ont cohabité en Europe. De l'Australopithèque à Homo sapiens, on peut dire que l'humanité a connu une brillante ascension. Mais quels sont les secrets de l'évolution de notre espèce? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver. Pour mieux comprendre, il faut commencer par observer d'autres animaux, et en particulier les grands singes. Les êtres humains et les singes ont en effet des ancêtres communs, dont les souches ont fini par diverger au cours de l'évolution. À quel moment avons-nous commencé à penser comme des êtres humains? Pour répondre à cette question, nous allons remonter le temps et explorer notre passé. Il y a environ 6 millions d'années, la lignée humaine se sépare de celle des singes. Ce sont les fossiles qui nous racontent les origines de l'humanité. Le squelette de Lucie, par exemple, longtemps restée la plus ancienne représentante de la lignée humaine. Elle vivait il y a 3,2 millions d'années et ne mesurait qu'1,07 m. 2 millions d'années plus tard, Homo erectus maîtrise le feu et la fabrication d'outils. Son cerveau est 3 fois plus gros que celui de Lucie. L'être humain est prêt à franchir le prochain cap. Il y a environ 700 000 ans, Homo sapiens entre en scène. Il possède un cerveau encore plus complexe, développe le langage et colonise l'ensemble de la planète. La bipédie et la capacité de réflexion représentent sans doute les deux évolutions les plus marquantes. Et voici une reproduction des ossements de Lucie qui ont été mis au jour en Éthiopie. La morphologie du bassin traduit un comportement bipède. L'augmentation de la taille du cerveau semble jouer un rôle clé dans l'évolution de l'espèce humaine. Ici, à Jena, nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec le professeur Martin Fischer. Il enseigne à l'Institut de biologie évolutive de l'Université de Jena. L'occasion pour nous de retourner sur les bancs de l'école. Martin Fischer cherche à percer le mystère de la bipédie. Une certitude: pour pouvoir se tenir debout, l'homme préhistorique devait avoir un bassin plus étroit que celui des primates, ce qui présentait d'autres inconvénients. Si on compare la tête d'un bébé Lucie avec celle d'un nouveau-né d'aujourd'hui, c'est de cet ordre de grandeur-là. La circonférence moyenne d'un crâne de bébé est comprise entre 32 et 34 cm. C'est une taille assez importante quand on songe que le crâne du bébé doit passer entre les os du bassin au moment de la naissance. Avant les progrès de l'obstétrique moderne, une femme sur 20 ou sur 100 mourait en couche. L'évolution du crâne du bébé représente donc une mutation dramatique et sans équivalent dans le processus de l'accouchement. 9 mois de grossesse. C'est la limite à ne pas dépasser, sinon la tête du bébé ne passe plus. Mais à sa naissance, le nourrisson n'est pas tout à fait terminé. Son cerveau est encore immature. C'est pourquoi les femmes enceintes sont programmées pour s'attacher à leur enfant. Sous l'action des hormones, de nouvelles connexions neuronales se forment dans le cerveau limbique, le siège des émotions. Un bébé humain devrait rester entre 18 et 21 mois dans le ventre maternel pour avoir le niveau de développement d'un bébé chimpanzé. À la naissance, le cerveau d'un bébé ne fait que 28% de sa taille définitive. À la naissance, un bébé est vulnérable, nu et immobile. Il ne peut pas se déplacer.
Il reste couché et c'est cette fragilité qui conditionne l'attention et l'affection qui lui seront portées. Les nourrissons font partie des êtres vivants les plus vulnérables. Ils doivent tout apprendre, ou presque. Ils incarnent sans doute le phénomène le plus marquant de notre évolution. Le professeur Fischer est aussi directeur du musée phylétique d'Iéna, consacré à l'histoire évolutive des humains et par conséquent au processus de la naissance, que nous allons voir comme on ne l'a encore jamais vu en impression 3D. La naissance chez l'être humain est beaucoup plus complexe que chez les autres mammifères. Pour quelle raison ? La naissance chez l'être humain est un mécanisme très particulier. Le fœtus doit se retourner dans le canal de naissance, et ce, à 2 reprises, pour pouvoir être expulsé. Il s'engage dans le canal, effectue une rotation du crâne de 90 degrés, puis se retourne encore une fois. C'est la naissance la plus compliquée qui existe, parce que la tête est trop grosse, tout simplement. Or, si elle a cette taille, c'est parce que le bébé naît avec la totalité des cellules du cerveau, les neurones. Sa future intelligence dépend de la taille de sa tête. C'est la raison pour laquelle, chez Lucie, le bébé a encore une toute petite tête comme celle des chimpanzés. Mais chez les chimpanzés, les bébés grimpent tout de suite aux arbres, ils sont mobiles, tandis qu'un bébé humain reste allongé sans bouger. Pourquoi ne peut-il pas se lever tout de suite après la naissance et marcher ? Contrairement à un bébé chimpanzé, un bébé humain n'a pas achevé son développement. Ce n'est qu'à l'âge de 2 ans qu'il aura la maturité motrice qu'un bébé chimpanzé possède à la naissance. Mais chez les chimpanzés, la gestation ne dure que 7 mois contre 9 mois chez les humains. C'est une phase clé dans l'évolution de notre espèce. Les 2 derniers mois de la grossesse sont consacrés à la maturation du cerveau et à la formation du tissu adipeux sous-cutané. Le développement de la motricité et des muscles ne sont pas prioritaires. C'est ce qui explique qu'un bébé reste d'abord couché à plat. Il n'est même pas capable de tenir sa tête. Et c'est là que tout se joue. C'est cette immobilité forcée qui va favoriser les liens affectifs entre l'enfant et son entourage, qui va permettre cette interaction. La vulnérabilité du bébé va déclencher l'attachement. C'est très intéressant. C'est ce contact, cette affection, qui va offrir un terrain propice à l'imitation. Et à 1 an, lorsque l'enfant apprend à marcher, un nouveau changement de morphologie s'opère. Et ce que je vous propose, c'est d'aller observer ça en laboratoire. Super. Parfait. On y va. Le but est de déterminer quels muscles s'activent chez Adrian lorsqu'il marche. Nous posons des électrodes pour mesurer l'activité des muscles du dos et de l'abdomen. Et nous comparerons ces données avec celles de macaques japonais. La différence saute aux yeux. Adrian bouge les bras et les épaules quand il marche, alors que le macaque fait beaucoup moins de mouvements. Le dos et le haut du corps restent très droits et très statiques. Les bras ont un mouvement de balancier coordonné avec celui des jambes, bras gauche avec jambe droite et inversement. Le haut et le bas du corps pivotent légèrement au niveau de la taille. C'est une particularité qu'on voit très bien ici. Le macaque a la colonne vertébrale droite, mais il ne lui imprime pas de rotation. C'est pour ça qu'il garde les bras le long du corps. Si un macaque prenait très tôt l'habitude de marcher debout, sa colonne vertébrale aurait la même courbure que la nôtre.
L'enfant naît avec une colonne vertébrale arquée. À 10 ou 12 mois, elle commence à s'incurver en S et prend le profil courbé caractéristique. La forme de la colonne que nous voyons ici n'est pas innée, elle est acquise. Est-ce qu'on peut visualiser quels muscles sont sollicités chez Adrian? Oui, il suffit pour cela d'observer l'activité électrique. Et chez Adrian, on constate une alternance entre le côté droit et le côté gauche. Le bras droit est toujours synchronisé avec la jambe gauche et vice-versa. Et le mouvement des épaules sollicite les muscles du haut du corps. Ce que je vous propose, c'est d'évaluer quels muscles sont les plus actifs et de voir si Adrian a une marche efficace. On va analyser les résultats. Ce qui frappe tout d'abord, c'est l'existence d'un rythme. Regardez, droite, gauche, avec une impulsion plus forte, une plus grande amplitude du côté opposé. Et on constate aussi que d'autres muscles sont actifs en permanence. On retrouve toutes les caractéristiques de la marche. Vous avez vu sur l'écran comment marchait un macaque. Alors dites-moi, on se ressemble? Non, je vous rassure. Les macaques ont le dos plus raide. C'est la grande différence entre eux et nous. C'est dû à un phénomène qui s'est produit dans les 3 premiers millions d'années de notre évolution. Mais pourquoi les humains ont-ils ressenti le besoin de marcher sur leurs 2 jambes? À l'heure actuelle, il doit y avoir plus de 25 hypothèses sur l'origine de la bipédie et aucune n'est vraiment satisfaisante. Pourquoi? Dans les manuels scolaires, par exemple, il est écrit que l'homme s'est mis debout pour pouvoir regarder par-dessus les hautes herbes de la savane. Or, la savane n'est apparue que 2 millions d'années après notre redressement. Alors dans ce cas, quelle est votre théorie à ce sujet? Il faut peut-être voir les choses sous un angle différent. Au lieu de se demander quel est l'avantage de marcher sur ses 2 jambes, on peut se demander ce que permet cette bipédie. Elle permet, par exemple, de commencer à faire ce que seuls des humains sont capables de faire, comme lancer des objets. Un chimpanzé ne lance pas, il jette. Seuls les humains peuvent lancer par-dessus l'épaule. Si on arrête de se focaliser uniquement sur la marche, on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments qui apportent des réponses et révolutionnent nos connaissances. Si l'homme s'est redressé, c'est un effet de la cohésion sociale. Le groupe est là pour combler les lacunes des individus. C'est une particularité de notre espèce. Le comportement social que nous avons hérité des grands singes s'est renforcé de plus en plus. Et en fin de compte, notre développement cérébral est aussi en grande partie une conséquence de la communication et de la vie en communauté, et non l'inverse. Nouvelle remontée dans le temps, à l'époque de la prime enfance et des balbutiements qui succèdent à la naissance. Jean-Jacques Hublin compare des crânes humains avec ceux de chimpanzés et de néandertaliens. Ce professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig veut savoir si leurs cerveaux respectifs se développent différemment dès la première année. Des modèles virtuels permettent de visualiser et de mesurer l'intérieur des crânes. À partir de ces données, on extrapole la croissance du cerveau à différents âges. Durant les 12 premiers mois, d'importants changements s'opèrent dans le cerveau humain, mais pas dans celui des néandertaliens ou des chimpanzés. La forme du cerveau, allongée à l'origine, s'arrondit de façon prononcée. C'est le signe d'interconnexion neuronale qui n'existe ni chez les primates ni chez les hommes primitifs. Ce léger renflement sous le crâne est-il la marque de fabrique des humains? Comment se manifeste cette différence à l'aube de notre vie? Ce sont les enfants qui détiennent le secret de l'humanité. Leur développement est extrêmement long. Et leur cerveau continue de se développer après la naissance, et ce, dans un environnement très complexe.
Notre ordinateur interne fait constamment des mises à jour tout au long de notre enfance. Et c'est ce qui fait de nous les êtres complexes que nous sommes. Les enfants ont la faculté, ou plus exactement le besoin, de s'adapter du mieux possible au milieu dans lequel ils sont nés. Nous venons tous au monde avec le même schéma de construction du cerveau. Son développement dépend de notre environnement. Nous compensons ainsi l'immaturité du cerveau à la naissance. Plus les groupes dans lesquels nous vivons sont étendus, plus nous avons besoin d'une grande capacité de réflexion. La vie en communauté pourrait avoir été l'élément moteur de l'évolution de notre cerveau. Le Human Brain Project, un projet de recherche européen, veut révolutionner la compréhension du cerveau humain par la modélisation informatique. Il faut la puissance de calcul de 100 000 superordinateurs pour simuler le fonctionnement d'1 cm3 de cerveau. Les neuroscientifiques découpent le cerveau en milliers de bandes fines, puis le réassemblent sous forme de modèles virtuels. Leur but, visualiser les connexions neuronales et étudier le processus d'apprentissage. Mais on est encore loin de pouvoir déchiffrer le mécanisme de la pensée. Une fois notre disque dur neuronal inscrit, l'apprentissage se poursuit tout au long de notre existence. Un principe valable aussi bien pour les humains que pour les primates. Mais notre cerveau plus développé réalise des performances cognitives supérieures. Les jeunes singes sont capables d'apprendre des choses étonnantes de nous, leurs plus proches parents. Reste à savoir si la différence entre l'humain et le singe n'est que le résultat de l'éducation. C'est à cette question qu'a tenté de répondre il y a 80 ans un chercheur américain. Il a mis au point une expérience spectaculaire. Il a élevé son fils en compagnie d'un bébé chimpanzé. Tous les deux étaient traités, habillés et éduqués exactement de la même façon. Le petit chimpanzé semblait avoir l'étoffe d'un humain. Mais un enfant apprend-il comme un chimpanzé? Quand il s'agissait de peindre, le bébé singe n'était jamais partant. En revanche, pour grimper, il ne se faisait pas prier. Les petits chimpanzés sont plus audacieux. Qui s'inspire de qui? Professeur, qui imite le mieux, l'homme ou le chimpanzé? C'est déjà un postulat incroyable d'avoir cru qu'un chimpanzé deviendrait une personne si on l'élevait avec un enfant. Au départ, on pensait que le chimpanzé adopterait un comportement humain. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est l'enfant qui a imité le singe. Il grognait, marchait à quatre pattes, il était en train de se transformer en chimpanzé. L'enfant n'a pas eu le bon modèle. Il a choisi un modèle, disons, moins évolué, et l'expérience a été abandonnée. Conclusion, c'est l'enfant qui imite le mieux. Absolument. Les enfants sont d'excellents imitateurs dès leur venue au monde et le restent tout au long de leur vie. Ils imitent telle ou telle personne, tout dépend de leur entourage. Pour bien grandir, ils ont besoin d'imiter de nombreux congénères. S'ils sont élevés dans une famille polyglotte, par exemple, c'est donc un avantage pour eux. Il y a aussi ce que seuls les humains possèdent, la créativité. Elle nous permet de sortir d'un schéma purement imitatif et de créer quelque chose d'inédit. C'est ce qui s'est produit maintes fois au cours de l'évolution de notre espèce. Parlons de la voix. Le larynx, notre organe vocal, est-ce que ça nous est propre? Ou bien est-ce que les animaux pourraient en théorie parler eux aussi? Non. Quand l'homme s'est redressé pour marcher sur ses deux jambes, son larynx s'est affaissé. C'est ce qu'on appelle la descente du larynx. La cavité pharyngienne s'est agrandie, facilitant l'émergence du langage. Nous savons que les petits-enfants n'apprennent pas à parler en écoutant les personnes qui l'entourent, mais en les regardant. Ils reproduisent les mimiques des adultes lorsqu'ils articulent des voyelles. Avant d'être capables de parler, ils imitent les expressions du visage. Oui, nous sommes de meilleurs imitateurs que les chimpanzés.
En tout cas, votre imitation d'un grand chercheur était très réussie. Merci infiniment, professeur Fischer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Le langage est un attribut essentiel qui nous distingue des singes et des animaux en général. Mais notre comportement social joue également un rôle décisif. Au zoo de Leipzig, en collaboration avec l'Institut Max Planck, on étudie le comportement des primates en parallèle avec celui d'enfants en bas âge. Des scientifiques observent les distinctions fondamentales entre l'homme et son plus proche parent. La différence réside en fait dans le comportement social. L'altruisme est-il une qualité qui est innée? Ou bien sommes-nous guidés par notre égoïsme qui doit nous permettre de nous affirmer? L'expérience montre que les enfants apportent leur aide spontanément et de façon désintéressée. Comment de jeunes singes réagiraient-ils en des circonstances semblables? Les singes s'entraident aussi, bien sûr, mais ce n'est pas par obligation. Ils chassent souvent ensemble, par exemple. Mais leur survie ne dépend pas de leur solidarité entre eux. C'est là l'infime différence avec les humains, qui, eux, n'ont pas vraiment le choix et doivent nécessairement être solidaires. C'est un postulat qui change la perception que nous avons les uns des autres. Au centre de recherche sur les primates de Leipzig, les grands singes participent à des expériences ludiques qui pimentent un peu leur quotidien. 2 femelles chimpanzés doivent s'allier pour obtenir leur nourriture. Il faut que les 2 tirent en même temps, sinon la corde glisse hors du mousqueton. Jusqu'où sont-elles prêtes à coopérer? Pour chaque banane, Kara et Frauke doivent tirer les ficelles ensemble. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a qu'une banane pour 2? Kara a compris depuis longtemps qu'elle n'aurait droit à rien et refuse de jouer le jeu. Les 2 femelles ne s'entraident que si elles en retirent un bénéfice l'une et l'autre. On propose à des enfants une tâche analogue. Sans surprise, eux aussi coopèrent volontiers lorsqu'il y a une récompense à la clé. Mais que se passe-t-il lorsqu'un enfant récolte 3 billes et l'autre une seule? La plupart font une chose qui ne viendrait pas à l'idée d'un singe. Ils se partagent équitablement leur butin. Si la coopération s'est avérée un atout au fil de l'évolution de notre espèce, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elle a des effets positifs et comporte des avantages pour les 2 parties. C'est dans mon propre intérêt de collaborer avec les autres. Et comme j'ai besoin de leur aide tous les jours, j'ai aussi intérêt à être loyal avec eux. Il faut que je sois un partenaire solide, tout simplement parce que je devrais compter sur eux dans l'avenir. Ensemble, on est plus fort. Cette équipe junior de hockey le sait bien. Avant de jouer, les jeunes s'encouragent mutuellement. Ce n'est qu'en unissant leurs forces qu'ils pourront battre leurs adversaires. Le sport d'équipe est un des plus beaux exemples de collaboration entre êtres humains. Cela nécessite de se mettre à la place de ses équipiers et de ses adversaires, d'être capable d'anticiper et parfois de feinter. Mais l'esprit d'équipe ne fait pas tout.
La dualité de l'être humain s'exprime aussi sur la glace. Face à l'équipe adverse, les petits hockeyeurs doivent montrer ce dont ils sont capables et n'y vont pas de main morte. Toute sa vie, l'être humain doit respecter des règles sous peine de s'exposer à des sanctions. Il doit apprendre l'équité et trouver le juste milieu entre fraternité et confrontation. Notre question d'aujourd'hui était « Quel est le secret de l'évolution de l'espèce humaine ?» Il n'existe pas de réponse simple. Mais nous pouvons au moins affirmer une chose, nous ne sommes pas simplement des singes qui marchent sur 2 jambes et qui ont un gros cerveau. Oui, aujourd'hui j'ai compris la place essentielle de la biologie dans notre évolution. Notre corps, notre potentiel est la condition de notre évolution. Et le plus important, c'est qu'elle n'est pas terminée. Elle continue pour chacun d'entre nous. Heureusement, on ne sait pas où elle nous mène. On vous dit salut! Par contre, ce couloir, je voudrais bien savoir où il nous mène. C'est à gauche, je crois.